Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le suivant, et c'est d'une actualité extrême. Est-ce qu'on peut considérer les crimes religieux comme des crimes individuels, c'est-à-dire non communautaires? Est-ce qu'on peut traiter, est-ce qu'il faut traiter ces crimes comme quelque chose de personnel, de particulier, sans toutefois élargir l'élan du problème pour en faire un combat entre communautés? Ce sujet a été prononcé par un homme religieux. Moi-même, j'y ai pensé. Je me suis demandé que chaque jour, on voit des crimes, même plus atroces que ce qui est arrivé en France dans les jours derniers, mais qui en même temps ne prennent pas cette ampleur, cette envergure mondiale et intercommunautaire. Apparemment, à première vue, ça semble être logique. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Car les revendications des criminels sont religieuses ou communautaires. Je ne prends pas en particulier un incident en particulier, mais j'englobe tous les événements qui se sont passés dans l'histoire. Je ne prends pas en considération une communauté en particulier, mais tout autour, ça joue tout autour de toutes les communautés. Les crimes sont commis dans un contexte religieux, communautaire, culturel. Donc on ne peut pas considérer ces crimes comme une chose isolée. Donc ces personnages qui considèrent que ces crimes sont juste individuels, ne font que un peu minimiser le grand problème auquel il faut s'attacher et essayer de voir une solution. Pourquoi on pose le problème? Non pas pour s'entretuer, mais pour essayer de fixer le problème, essayer de le résoudre, car c'est un problème d'intégration, c'est un problème d'orientation, c'est un problème de dérèglement du monde, comme l'a posé le grand écrivain franco-libanais Amin Maalouf dans ses écrits. Il n'a pas posé les problèmes comme des questions religieuses, mais culturelles. Mais c'est la même chose. Pour moi, tout ce qui est religieux est aussi culturel. Et tout ce qui est culturel est aussi, parfois, religieux. Le reliement entre le religieux et le culturel, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est un enrichissement. Mais il faut faire les limites des convictions et faire attention à ce que ça ne prenne pas une dimension
euh, extravagantes. Par exemple, tout étranger qui vit dans des pays hors de son propre pays fait un contrat de travail. Il y a aussi un contrat éthique et, 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 et culturel. Tout d'abord, la liberté de manifester ses propres cultes, et en second lieu, le devoir de respecter les lois du pays dans lequel on vit, où on vivra, où on trouvera du travail. Le dérèglement du monde, comment l'écrivain a imaginé le problème? Il a imaginé le problème comme un point de départ, un point historique. Le régime britannique de Margaret Thatcher et les autres révolutions qui étaient de bonne foi, mais elles étaient extrémistes. Par exemple, la révolution iranienne contre le Shah, où l'Iran vivait un véritable déséquilibre social, mais la révolution a engendré un extrémisme. La révolution, tout d'abord, n'a pas pu être que extrémiste, parce que c'était le seul moyen. Mais en ce qui concerne ces changements historiques positifs dans l'histoire, Amin Malouf a trouvé aussi un éloignement de l'humanisme cosmopolite. Et c'est ça un véritable problème que vit tout le monde, parce que le monde n'a pas essayé, n'a pas pu trouver une solution et un équilibre entre les droits et les devoirs. Notamment que le monde maintenant, le monde est un peu mixte, c'est-à-dire il y a beaucoup de migration, il y a partout des immigrés, donc il y a de diversité culturelle partout. Même si dans ce temps-là, je vois un recul à cause de cette maladie, de ce virus, le corona. Je vois que tout le monde revient à ses limites, se limite aux ouvriers qui travaillent dans ces territoires et essaie de s'éloigner du pluralisme culturel. Mais revenons au problème qui a été déclenché en France et bien avant et partout ailleurs. La France considère que ces actions, les actions des immigrés, ils les considèrent comme un essai d'isolationnisme et une tentative pour les communautés, pour certaines communautés, de faire leur propre régime. C'est ça le point culminant des Français, le point qui leur fait peur.
Le président français l'a noté. Il a dit aussi la France n'a qu'une seule religion, c'est la laïcité, et la France est à religion, elle n'a pas de religion. Donc, elle ne se sent pas concernée de défendre les religions. Je ne sais pas comment régler le problème, c'est très difficile, mais je remarque quelque chose de triste, c'est que, par exemple, les gilets jaunes ont des slogans qui intéressent tout le monde, des slogans sociaux, des revendications sociales que tout le monde devrait supporter. Alors qu'on les voit isolés, on voit personne ne les supporte dans la rue, alors que une petite faute ou une grande faute religieuse attise beaucoup de conflits, de vengeance et de force et d'actes entre guillemets terroristes. En second lieu, ce prof français qui a été victime dernièrement de ce crime atroce, il est dans un endroit une victime. Non pas victime, je ne parle pas qu'il est victime des communautés ou des religions, non, victime de l'histoire. Parce que celui qui fait l'histoire, vous voyez Hitler, vous voyez Staline, vous voyez, ils ont fait l'histoire en commettant beaucoup de crimes. Alors que ce prof, rien qu'en racontant l'histoire d'une mauvaise manière, peut-être, il a été tué. Donc, c'est un peu misérable, je ne défends personne, mais c'est comme ça. C'est pourquoi, je crois, Spinoza a dit, ou Pascal, lorsqu'on fait un crime par foi, on le fait très bien, on le fait très férocement. Et ici, je ne défends pas et je n'accuse pas. J'essaie un peu de faire la structure historique, le structuralisme historique des religions.